Bonjour tout le monde, donc voici la deuxième partie, en fait le deuxième poème que je voulais mettre sur la chaîne. Nous avons Arthur Rimbaud qui était l'amoureux pendant 2 ans à peu près de Paul Verlaine. C'était une histoire passionnée, une histoire d'amour qui a mal fini. Donc nous avons ici Le Dormeur du Val. Il y a des peintures que l'on peut voir sur le net qui représentent en fait le personnage principal de ce poème. Donc d'abord nous avons Arthur Rimbaud. J'ai remarqué que dans le livre, des fois, il y a des petites erreurs de date, donc il faut faire attention. Il est né à Charleville en 1854 et il est mort à Marseille en 1891. Enfant mal aimé d'une mère autoritaire, il trouve refuge auprès de J. Isambard, pardon, son professeur qui l'encourage dans sa passion de la poésie. Grand admirateur, donc ici on a un D, mais en fait on va pas dire grand admirateur, on va dire grand admirateur de Victor Hugo et des poètes parnassiens. Il met son talent précoce au service de sa révolte contre l'ordre établi. À 16 ans, il s'enfuit, rédige Le bateau ivre et sa célèbre lettre du voyant, où il expose la voie nouvelle de la poésie. Il rencontre le poète Verlaine, se lie avec lui, donc se lier d'amitié ou se lier d'amour avec quelqu'un, ça veut dire s'attacher à quelqu'un, et ils partent en Belgique et en Angleterre. De 1872 à 1873, il compose Une saison en enfer et Illumination, poème en prose. À 21 ans, il renonce à la poésie, part pour l'Afrique, où il devient trafiquant d'armes. Il est rapatrié à Marseille en 1891 pour être amputé de la jambe droite et il meurt la même année. Son œuvre visionnaire a profondément bouleversé la création poétique contemporaine. Le dormeur du Val, c'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière. Lui, c'est un petit Val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu. D'or, il est étendu, on pourrait dire même il est étendu, dans l'herbe sous la nue. Il est étendu dans l'herbe sous la nue. Pâle, dans son lit vert où la lumière pleut, les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Octobre 1870, Arthur Rimbaud, poésie 1868-1870. Pour mieux comprendre, un val, c'est un espace entre deux montagnes peu élevées, une vallée, un vallon, des haillons, on pourrait dire des haillons, de vieux vêtements ici, sens métaphorique. Euh, Lui, donc ça vient du verbe luire, briller, mousser, produire de la mousse, la nuque, partie arrière du cou. Un cresson, c'est une plante qui pousse dans l'eau et que l'on mange en salade. La nue, ce sont les nuages. Les glaïeuls, fleurs colorées à grandes tiges. Un somme, c'est une sieste. Frissonner, trembler légèrement. Une narine, chaque partie du nez. Ok. Alors, ici, on remarque que nous avons un soldat. Ok, un soldat qui, la bouche ouverte, tête nue. On se dit il fait une sieste, voilà, dans la nature. On a quand même des indications. En fait, on a des fausses pistes avec Arthur Rimbaud. On croit que c'est quelqu'un qui fait une sieste dans la nature. Donc, on a tous les éléments du décor. On est bercé par la couleur de la nature, de cette vallée. Ce monsieur qui dort, mais qui est complètement déconnecté de cette beauté naturelle. Alors, on a des petites indications quand même. Il a la bouche ouverte. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme, il fait une sieste.
Nature berce-le chaudement, il a froid. Donc on a toutes ces petites indications, en fait, voilà, c'est pâle, la bouche ouverte, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il ne remarque rien. Il dort tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Donc on pourrait se dire peut-être qu'il est blessé, ou peut-être qu'il est mort. Ok. Donc on a un poème qui parle de la mort. En fait, c'est comment dire, un symbolisme de la guerre, de la guerre. On a la guerre entre l'Allemagne et la France. On a comment dire, des gens qui sont contre ça, qui pensent que on a peut-être un jeune soldat qui est parti à la guerre et qui est mort inutilement. Mais on n'a pas ce côté religieux, on n'a pas le côté je suis né poussière et je reviens à la poussière. C'est un retour à la nature. Voilà. L'être humain, le corps, quand il est mort, il fait un retour à la nature. Voilà. Alors, voyons un petit peu les questions. Observez le poème, comptez le nombre de strophes et les vers qui les composent. Connaissez-vous cette forme de poème? Alors, le poème est composé de deux strophes, de quatre vers. Ok, on appelle ça des quatrains. Et de deux strophes de trois vers, des tercets. C'est un sonnet. Ok, donc ici on en a quatre et on a trois. Donc ces deux, euh, on appelle ça c'est des quatrains. D'accord. Et là on a des tercets. C'est un. Donc quatrain, voilà. Et ça, des tercets, ce sont des sonnets. Quatrain et sonnet. Lisez le titre. À quoi vous fait-il penser? Bon, le dormeur du Val, c'est un homme qui dort, mais rien ne précise qui est cet homme. Ok. Seul le lieu du sommeil est signalé. Donc on nous dit où il dort dans la nature. Ensuite, question numéro 3. Lisez la première strophe, relevez les éléments du décor. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Donc on entend le bruit, on a quand même une petite mélodie très délicate de l'eau qui coule. Accrochant follement aux herbes des haillons ou des haillons. Euh, on a de vieux vêtements, peut-être qu'ils sont éparpillés. D'argent ou le soleil de la montagne fière. Donc on a une montagne, on a le soleil qui brille, qui donne un côté argenté sur la montagne. Peut-être qu'il y a de la neige, on ne sait pas. Lui, donc il brille. C'est un petit Val qui mousse de rayons. Donc on a des rayons partout. Le soleil est quand même omniprésent. Donc on a trou de verdure, chante une rivière, herbe, le soleil, la montagne, un petit Val, ou des rayons. Ils évoquent un paysage naturel, un lieu charmant, idyllique. Ensuite, quelle sensation dégage ce lieu? Ben, on a des sensations de paix, de tranquillité, de bonheur qui se dégagent de ce lieu. On a quand même cette présence humaine qui est là, qui est très tranquille, très calme. Et on a quand même un soldat qui est là. Et on voit que il a la tête nue, il ne porte pas de casque. Hein, il a quand même la bouche ouverte. Il a l'uniforme, mais c'est un uniforme qui est peut-être devenu un vieux vêtement, qui est déchiré, qui est sale. Le casque n'est pas sur la tête, donc on n'a pas cette présence solennelle, digne, honorifique de ce soldat qui est parti à la guerre, qui est revenu, ou qui va partir à la guerre. On a quelqu'un qui est dans une position très calme, très passive. Alors, deuxième strophe, qui est le dormeur? Quelles parties du corps sont nommées? Donc, en fait, c'est un jeune soldat, et les parties du corps sont la bouche, la tête, la nuque. Comment interprétez-vous le deuxième vers de la deuxième strophe? Alors, on voit que c'est pas très clair, mais on a une partie, euh, voilà, c'est la nuque baignant dans le frais cresson bleu. Le cresson, en fait, ça pousse dans l'eau. Alors on voit qu'il y a une partie de la nuque du soldat qui est dans l'eau. C'est une position qui est assez étrange, qui n'est pas naturelle. Ensuite, déjà on a une autre indication. Il est dans une position qui n'est pas très naturelle. Est-ce que c'est confortable pour un dormeur? Lisez les deux dernières strophes, relevez le champ lexical du sommeil, à votre avis. Qu'est-il arrivé au soldat?
Alors, ici, on a il dort, hein, le champ lexical du sommeil, c'est dort 2 fois. Hein, on a dort, il est tendu, voilà. On a il dort encore une fois ici. Il est étendu, il fait un somme. Et, le lit vert, c'est l'herbe. Voilà, c'est un lit naturel, c'est pas un lit de mort ou c'est pas un lit d'hôpital. Berce, le soldat est inerte, immobile, il ne sent plus rien. En fait, on sait qu'il ne sent plus rien parce qu'il ne frissonne même pas au parfum des glaïeuls ou des fleurs ou de l'herbe. Il est mort, il a 2 trous au côté droit. Ensuite, relevez les mots qui expriment ou évoquent la lumière et les couleurs. Que constatez-vous dans ce jeu de contraste? Ben, tout le poème repose sur un jeu de lumière, argent, on a le soleil, lui, donc briller, euh, on a lumière, pleut, euh, lumière pleut, la lumière pleut, hein, c'est la pluie de lumière, hein, si on veut. Et des couleurs où le bleu et le vert dominent. On a la verdure, on a, on a herbe, val, cresson bleu, l'herbe, l'hiver, glaïeul. Donc on a le jeu des couleurs entre le bleu et le vert. Il y a aussi l'évocation du blanc, la nuque. Euh, la nuque c'est pas bronzé. Hein. Généralement à cette époque-là, ils étaient quand même assez blancs. Donc on a pâle, le rouge du dernier vert avec les trous au côté droit. C'est le seul moment où on a la couleur rouge qui arrive. Donc les trous rouges, couleur de la violence et de la mort, de la vie aussi. Contraste avec ce qui précède, il y a une opposition entre le rouge de la guerre et le bleu du ciel et le vert du paradis, si on pourrait dire, ou le vert de la nature. D'accord. Donc on a quand même des contrastes assez, comment dire, on a le bleu et le vert, ce sont des couleurs assez passives, assez calmes, reposantes, et on a quand même 2 trous rouges, peut-être des rouges, un rouge qui est vieilli, un rouge qui est sec. Voilà, c'est une blessure qui date maintenant. Donc, pour sa poésie douce et lumineuse, Rimbaud dénonce la tragédie de la guerre. Qu'est-ce que cela suscite en vous? Bon, la guerre, on a différentes positions. Hein. Il y a des gens qui pensent que la guerre, c'est quelque chose d'important pour le patriotisme, pour protéger son pays. On en était là avant, à cette époque, oui, mais il y a quand même des enjeux politiques, des enjeux économiques qui sont importants et qui ne vont pas profiter les familles qui ont perdu un enfant. C'est toujours un enfant qui va en guerre. C'est quelqu'un qui est jeune, qui a certainement aussi une famille, qui a commencé à fonder une famille. Donc la guerre, c'est toujours le malheur. On nous dit on sert son pays, mais euh, on ne peut pas remplacer une vie, on ne peut pas remplacer un corps, on ne peut pas remplacer un père ou une mère. Voilà. Alors, voici un petit peu le résumé de ce qui se passe. On avait déjà fait Il pleure dans mon cœur. La prochaine fois, on peut revenir un petit peu en arrière et puis voir un petit peu Gustave Flaubert. Euh, Ils ont tous un peu, plus ou moins, des enfances malheureuses, malheureusement. Alors ici, je ne peux pas mettre la vidéo parce que je vais avoir un problème de copyright avec YouTube. Mais si vous désirez la vidéo ou les vidéos, les 2 documentaires sur euh, Rimbaud et puis on a Verlaine, vous me les demandez, je vous les envoie avec WeTransfer. Voilà. Passez une bonne journée et à très bientôt.